toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, derrière la radio ou sur les réseaux. Dobry den, dober den, bună ziua, grüß Gott, guten Tag, saluton. Comment il est? Bonne année à tous nos amis orthodoxes. Quel plaisir de vous retrouver. C'est Bienvenue à l'Est, épisode 38, saison 2. Bienvenue à l'Est qui a eu sa première le 15 janvier 2024. Et bien aujourd'hui, on fête les 1 an, 2 jours après. À la réalisation, on retrouve Eric Mourichan. Bună ziua, Eric. Bonjour Anna. Bonsoir Jérôme, bonjour à tous, bonne année à tous nos amis orthodoxes. Margot n'est pas là, mais elle n'est pas loin, elle sera sur scène demain et c'est complet et samedi prochain dans Saigner des genoux d'Igor Kowalski au théâtre de la Flèche. Allez la voir et on lui dit un gros Alors, aujourd'hui, place aux artistes, elle fait parler la nature et la matière dans ses tableaux. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste plasticienne franco-bulgare Tania Angelova. Bonsoir Tania, bonjour, bienvenue à l'Est et bienvenue sur Armada. Avec elle, on découvre Paris sous un angle vivant qui raconte des histoires, la vie. On reçoit la photographe slovaque Erika Kostialová. Bienvenue sur Armada, Erika. Merci, bonsoir. On parlera cinéma, on a tous une capacité qui nous est unique et profanée en film, une histoire à raconter avec Carla D'Emilia, accompagnée d'une partie de son équipe, la réalisatrice et actrice Marie Bredeau, l'actrice européenne et entrepreneuse française Mina Gajevic, l'acteur Raphaël Mangou, mais aussi le directeur photo Arnaud Landron et l'ingénieur du son Raphaël Stragier. Bienvenue à l'Est et bienvenue à tous sur Armada. Merci. Et puis on parlera aussi musique, on retrouvera l'agenda, les fêtes, le livre de la semaine, un livre qui nous emmènera en Roumanie. Vous retrouverez aussi la météo européenne et le journal européen avec les news qu'on ne vous dit pas ou peu. Aujourd'hui peut être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre. Comme c'est pour nos stars du jour, la photographe allemande Hélène von Unwert, photographe habituée à la Fashion Week. Elle avait commencé sa carrière comme mannequin. Bon anniversaire aussi au danseur et chorégraphe ukrainien Maxim Chmerkovski. Né à Odessa, il vit et travaille aux États-Unis, spécialisé dans les danses latines. Il participe régulièrement à Dance With Me, la version américaine de Danse avec les stars. Bon anniversaire à la peintre et youtubeuse roumaine Irina Colombianu, enfant de la balle. Elle fête aujourd'hui ses 18 ans. Bon anniversaire aussi à l'actrice bulgare Gergana Dragueva. Elle a fondé en 2012 la Paris Film Academy, école d'acting basée à Paris qui fait venir des coachs britanniques et américains comme Michael Darnell, la coach de Penelope Cruz, de Chris Rock ou encore de James Franco pour coacher les acteurs et actrices francophones. Et puis aujourd'hui, elle est devenue médecin aussi. Bien. Le Covid est passé par là. Ah oui, effectivement. Bon anniversaire à la chanteuse allemande Kerstin Ott. Son nouvel album Furimer für dich est sorti en octobre dernier. Bon anniversaire aussi à l'acteur russe Oleg Tchougounov. Il fête ses 21 ans. Ou encore à l'actrice slovaque Ingrid Timkova. Bon anniversaire aussi à l'actrice allemande Nina Vorbrot. Pensée du jour aujourd'hui à une légende mondiale du théâtre et du cinéma, l'acteur, réalisateur, metteur en scène russe Konstantin Stanislavski, cofondateur du théâtre d'art de Moscou en 1898. Il est l'auteur, entre autres, du livre La formation de l'acteur, sorti en 1936. Tout le monde le sait. Il a influencé l'acteur studio de Lee Strasberg et Elia Kazan à New York, aux États-Unis. Oui, et puis une pensée aussi à l'actrice polonaise Lidia Korsakowna, plusieurs fois récompensée citoyenne d'honneur de la ville de Varsovie. Eh bien, elle a reçu la médaille d'argent pour le mérite culturel Gloria Artis. Voilà, ça c'est la grande dame. Et juste avant, c'est un acteur lituanien. Ah, pensez enfin à l'acteur macédonien Meto Janowski, avec une carrière notamment en Macédoine, en Serbie, en Slovénie et en Bosnie. Place au cinéma. Exact. Alors, on va commencer d'abord avec les courts-métrages où l'actualité est dominée par la 15e édition du Nikon Film Festival avec Noémie Merlan comme présidente du jury. À partir du 20 janvier, plus de 2000 films seront en compétition. Le thème cette année, c'est un super pouvoir. Parmi les films, on pourra voir, il y aura bien sûr le film dont on va parler dans un instant, Une histoire à raconter, de et avec Carla D'Emilia aux côtés de Raphaël Mangou
Mingo et Mina Gajovic. Mina Gajovic qu'on retrouve aussi dans le film de Sabina Vespera, Manon Seguin, Un rêve d'Evie, ou encore le film de Kate Brossard, Ton aigle noir, sur les violences faites aux enfants. On en parlera la semaine prochaine. C'est bien de prendre des cours, de prendre des courts-métrages, de montrer des courts-métrages, parce que les courts-métrages, c'est aussi intéressant que les longs-métrages. Et je trouve qu'on n'en voit pas assez. Avant de passer au long-métrage, un peu d'humour avec la bande-annonce du Nikon Film Festival. NSS 15 à contrôle mission, code 35.2. Nous sommes face à une forme de vie inconnue. Elle semble posséder un immense pouvoir. Je répète, un immense pouvoir. Oh mais regarde sa petite tête, ses petites patounes. T'es tellement mignon, j'ai envie de te croquer. Contrôle mission, on a perdu Thomas. Oh là là, il est trop mignon. Franck, non, reviens, c'est dangereux. Oh là là, il est trop chou. Franck, c'est un ordre. Alerte, il est trop mignon. Oh, mais tu sais que c'est mignon, Qu'est-ce que c'est? capitaine, les capteurs indiquent qu'il s'agit du super pouvoir de l'amour. Super pouvoir quand tu nous tiens. Côté long métrage, toujours en cinéma, on part à Berlin, donc la 75e Berlinale qui aura lieu du 13 au 23 février prochain. Eh bien, a dévoilé hier le programme complet de sa section Forum, 55e du nom. Il comprend 30 films venus des 5 continents, dont 7 premiers longs métrages, et rencontre un monde où ses habitants sont en mauvais état. Ça, c'est les mots de Barbara Wurm, la responsable de la section, et pas qu'un peu. En interrogeant diverses formes cinématographiques, le forum montre un cinéma contemporain qui dépasse le culte et le commercial, dégageant des étincelles d'humanité, remettant en question le statu quo et fonctionnant comme un sismographe de notre temps. Parmi les films en compétition, on trouve notamment le très émouvant film tchéco-lettono-ukrainien Time to the Target du documentariste letton Vitaly Mansky, un film très actuel où le réalisateur dresse le portrait de sa ville natale, Lviv en Ukraine, où l'existence de chacun est façonnée par la guerre, mais aussi le tendre portrait d'Odessa par la réalisatrice ukrainienne Eva Neyman dans son film Quand la foudre éclaire la mer, ça c'est le titre en français, When Lightning Flashes Over the Sea pour le titre anglais. On notera aussi la présence de 2 premiers films, If You Are Afraid, You Put Your Heart into Your Mirth and Smile, de la jeune réalisatrice autrichienne Marie-Louise Lehner, et The Swan Song of Fedor Ozerov, qui est un film lituanien, du Bélarus Yuri Semashko. Le programme promet donc aussi une pointe d'optimisme à travers tout le spectre des longs métrages, même si les destins individuels qu'il raconte ne sont guère faciles, comme le docu-fiction serbo-slovène Restucija ili san i javastare garde, 80+, pour le titre en anglais, film hilarant du Serbe Jelimir Jilnik, réalisateur déjà lauréat de l'Ours d'Or, film avec notamment Milan Kovačević ou encore Milivoj Kishdomradski, ou quand on revient au pays après 60 ans passés en Allemagne. Enfin, un autre film très fort, très violent, celui-ci Cadet du Kazakh Adilkan Yerzanov, tiré de la vie réelle d'une école de cadets. Restons au cinéma, place au court-métrage, place à une histoire à raconter. Image. Aide-moi. C'est bizarre, la douleur est partie, mais ça efface pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit que j'en voulais pas. S'il te plaît, prends. Angèle, putain, j'ai pas fait exprès! Angèle! Tu peux raconter des histoires. Dans un monde où chacun a un pouvoir qui lui est propre, Angèle trouve de l'aide auprès de la bienfaisante Mina. Sous le choc, elle n'arrive pas à lui raconter ce qui lui est arrivé, mais elle peut lui montrer. Ce court-métrage s'intitule Une histoire à raconter, un film de et avec Carla D'Emilia qui joue Angèle, aux côtés de Mina Gajovic dans le rôle de Mina et Raphaël Mingo dans celui de Max. Pour un film
empli de suspense. Autour de la table, on retrouve aussi la réalisatrice, assistante pour le coup sur ce film, Marie Bredoff. Et les yeux et les oreilles du cinéma sont Il n'y aurait pas de film. L'ingénieur du son, Raphaël Stragier, et le chef-op, Arnaud Landron. Merci, mesdames, messieurs, d'être encore sur Armada. Merci. Merci. Carla, bravo. Parce que c'est pas simple. On va en revenir après de réaliser et jouer en même temps. C'est ton premier film ? Oui. Pourquoi ce film ? Alors, ce film a été inspiré d'éléments de ma vie et de la vie de Mina aussi. Et l'idée de raconter des histoires est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Peu importe le médium, que ce soit en écrivant ou en prenant des photos, ou donc en faisant des films, même si j'avais jamais vraiment fait de film moi-même. Mais c'était quelque chose qui me passionnait, et de réussir à l'intégrer dans ce thème, c'était quelque chose qui m'intéressait. D'accord. Et alors pourquoi t'être dirigée dans la réalisation ? Est-ce que c'est parce que tu es actrice à l'origine ou... Alors, je suis actrice, oui, à l'origine, mais j'ai appris à écrire des scénarios. Et à partir du moment où je l'avais écrit, en fait, on a tellement les images dans la tête que ça nous donne envie d'aller plus loin et de le réaliser. Donc je pense que c'est venu de là. D'accord. Et Voilà. c'est des histoires vécues, en fait. Alors oui, c'est inspiré d'anecdotes. Ouais. Donc la première, c'est de la vie de Mina, Ouais. qui a fait du Reiki. Tu peux le dire à ma place si tu veux. Bonsoir tout le monde, dobro večer. Oui, c'est vrai en fait qu'elle était un peu inspirée par une histoire que j'ai vécue dans un ascenseur en fait, avec une femme où je lui donnais un petit peu d'aide et du coup elle se sentait tout de suite un peu mieux. Je suis une praticienne de Reiki, maître de Reiki, et je pratique les bioénergies, et du coup en ce moment-là, quand elle avait besoin, je lui donnais un petit soin et ça l'a beaucoup aidé. Et j'ai raconté ça à Carla et je pense qu'elle était un peu inspirée par cette histoire. Elle m'a proposé du coup de jouer moi-même dans ce rôle de Mina, et puis j'ai accepté évidemment. Oui, c'est normal. Et alors le Reiki, ça vient d'où en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Oui, et en fait c'est une méthode japonaise qui vient du Japon en fait, et ça nous permet de nettoyer un peu tout ce qui est négatif dans notre corps en fait, que c'est pas forcément visible. En fait, ça fonctionne en bioénergie, et puis on peut ressentir certains points bloqués dans le corps, dans la personne, et parfois on peut aider en fait pour débloquer ça. Voilà. D'accord. Tout simplement. C'est une médecine qui... Oui, une médecine de futur, on dit. Une médecine du futur. Ça, j'aime bien. Non, mais c'est vrai. Alors Angèle... nous, on a vu le pouvoir de Mina, et d'ailleurs ça fait... Donc tu es docteur, c'est ça Non, tu es maître, c'est ça comme on dit? Maître, on dit maître, oui. On dit maître. Reiki. Oui, Reiki, ouais. D'accord. Comme ça. Ok, c'est génial. Comment dirais-je, donc Angèle, elle a un pouvoir aussi, c'est ça? Oui. C'est lequel? Donc c'est le pouvoir de transmettre sa vision aux autres. Enfin, une télépathie. Voilà, comme par télépathie. De parler aux autres sans avoir besoin de parler avec sa voix, et de transmettre des images. Et de transmettre des images. Ça, c'est cool. En fait, tu parles, Angèle arrive à parler, mais à distance. C'est ça. Donc, elle arrive à demander de l'aide à Mina à distance. Quand on voit... aidez-moi. Je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Waouh. Et ça, c'est ce qui... Tu es télépathe? Ah non, je ne suis pas du tout. C'est pas du tout une histoire... Non. L'autre anecdote, ça concerne l'extrait anecdotique de Max qui prend de la coke. Où par contre, c'est parti d'une histoire réelle de quelqu'un qui a insisté pour que je prenne de la coke alors que j'en voulais pas. Et voilà, c'est la force de persuasion. C'est ça. C'est ça. Et Max, il a une force de persuasion. Et pas que, apparemment. Et comment t'as préparé ce personnage? Parce que imposer quelque chose à quelqu'un, sachant qu'il aimerait bien refuser et il n'y arrive pas, comment t'as préparé ce personnage?
C'était pas évident dans le sens au départ parce que ça demande d'aller dans des choses qui nous dérangent et du coup dans ce sens-là c'était pas forcément évident, mais l'envie de vouloir transmettre l'idée, de faire naître des questionnements à travers ce personnage, ça m'a intéressé, donc je suis parti un peu sur ça. Et donc comment une personne peut en arriver là. Alors en plus de ça, Max c'est quelqu'un qui contrôle pas sa force, donc vous le verrez dans le film, mais il est violent par sa présence et par ses mots, mais la violence physique c'est quelque chose qui surgit sur le moment, et donc c'est comment il réagit avec ça et comment j'ai préparé ça, c'était ça la question de base. En essayant de chercher en moi la violence qu'il pouvait y avoir là-dedans, je crois. La méthode Stanislavski. Peut-être bien, sans vouloir aller trop profondément là-dedans, parce que je pense qu'on peut se perdre. Je pense qu'il faut Il y a plein de méthodes aussi, celle-ci est très intéressante, évidemment, mais je pense que c'est cumulable avec d'autres. Et donc oui, j'ai fait un peu de ça avec le passif du personnage, etc. Et puis moi, ce que je ressentais, pour le rapprocher à moi-même aussi. Voilà. Et je rappelle que donc les photos sont signées Ilian Rouloun Photographie. Son nom va apparaître tout à l'heure, dans un instant. Donc du coup, alors il y a qu'est-ce que j'allais dire, pas la messe en latin. L'histoire donc de la drogue, c'est vrai. Oui. Et ce moment-là, tu t'es senti, comme je pense. Oui, je n'étais pas très heureuse de. Oui, en effet, forcément, je dirais, c'est pas non plus traumatisant. Je m'en suis remise très bien et je suis très bien avec moi-même. Ouais. Mais forcément, on se dit, il y a des gens qui, parce qu'ils ont cette volonté de t'embarquer dedans aussi, et je pense que de nos jours, la drogue est beaucoup banalisée aussi. Ouais. Oui, et on se dit, on veut s'amuser, et c'est comme avec l'alcool, si tu bois pas, tu t'amuses pas. Et moi, j'ai pas ce point de vue-là. Je pense qu'on peut très bien s'amuser sans prendre de drogue, sans boire ou quoi. Sans boire, on fait très bien la fête. C'est ça. Et lui, en fait, de son point de vue, c'était... en fait, t'es pas drôle, tu t'amuses pas si tu prends pas de drogue. Et c'était ça son argument, on va dire. C'est fou. Moi, j'en ai connu, moi, des gens qui avaient... une puissance mentale sur les autres, et c'est horrible. C'est des poisons, ces gens-là. C'est ce qu'on appelle des relations toxiques. Oui, exactement. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et alors, comme chacun sait, c'est pas si simple de jouer et de réaliser en même temps. Donc, comment ce duo entre Carla D'Emilia et Marie Murdoff, comment il s'est trouvé, il s'est rencontré, et puis surtout comment, après sur le plateau, comment elles ont travaillé? Alors, Marie, c'est une des premières personnes à qui j'ai demandé pour faire partie de ce projet, parce qu'on avait déjà travaillé un petit peu ensemble dans le passé, et je sais qu'elle est de bons conseils pour diriger, et elle a des bonnes idées. Donc voilà, je lui ai proposé et elle a accepté. Et ils vont se connaître aussi de l'école. On a fait notre formation d'acteur, d'actrice à Acting International. Oui. Et donc du coup voilà, on s'est connus. On s'est rencontrés là-bas. Mais on n'a jamais travaillé ensemble là-bas. On n'était pas dans le même programme. Enfin bon. Le monde est petit, et du coup c'est vrai que la complicité, du coup c'était carrément plus simple. Au moins c'est. Oui, après ça a grandi sur le projet en même temps. On a eu une réunion technique avec Arnaud et Marie. Pour préparer justement tous les plans, etc. Moi, j'avais quelque chose en tête et il fallait voir aussi ce qui était faisable à la caméra et après par rapport au lieu. Et Marie a vraiment pris toutes les informations et a été très fidèle après sur le tournage à ce que j'avais en tête. Et même dans la direction d'acteur, tous les conseils qu'elle nous donnait pour nous rappeler aussi dans quelle situation on est à ce moment-là dans l'histoire et tout ça, elle a été là pour vraiment nous redire à chaque fois. Et
Et non, c'était... Elle est douée. Voilà. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, c'est pas si simple en fait de se retrouver dans le cerveau de quelqu'un d'autre. C'est de dire, bah tiens, finalement, ouais, ok, d'accord, je fais ça, gna gna gna, puis ok, d'accord, bah c'est comme ça. Et puis en fait, de rendre le rendu nickel, quoi, enfin, parfait. C'est pour ça que je trouvais très intéressant qu'on se voit en fait avant le tournage. Qu'on puisse parler aussi du découpage technique, des plans qu'elle veut, ce qu'elle recherche, ce que les personnages, leurs objectifs aussi. Et vraiment, je voulais, c'est son premier court-métrage, et je voulais vraiment qu'elle a le rendu, un bon rendu, quoi. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux. Donc voilà. Mais en tout cas, du coup, moi, de réaliser et jouer en même temps, c'était pas facile. Et en même temps, ça a été rendu plus facile par le fait que l'assistante réelle était super au taquet sur tout ce qu'il fallait faire. Et c'était pas facile pour toi non plus. Mais... Parce qu'en fait, il fallait vérifier si les plans étaient bien faits. Et il y avait aussi tout ce qui est de la direction d'acteurs aussi. Et j'ai vraiment pris plaisir à les diriger. Ils étaient très, très à l'écoute. On confirme. Ils étaient sages. Ils étaient sages, très sages. Ah, Raphaël. Très professionnels. Et surtout, il y a eu une super bonne ambiance. On s'est amusé. Parce qu'on a travaillé, mais on peut aussi s'amuser. Et c'était vraiment un vrai travail d'équipe. Et j'ai vraiment adoré travailler. Donc, mais à première vue, moi je vous vois là tous ensemble, sachant que vous n'êtes pas une compagnie de théâtre, en fait, c'est vraiment le projet qui vous a réunis. Il y a une superbe ambiance. Hein. Une complicité. Une complicité. Il y a Arnaud. Je vais me tromper, pas du tout. C'est Arnaud Landron. Landron, voilà, c'est ça, Landron. Je savais bien que je deviens dyslexique, ça vient plus ça. Et donc, toi, tu es chef-op. Et donc, du coup, travailler à l'intérieur, à l'extérieur, dans un très peu de temps, parce que combien de temps ça a duré le tournage ? Un jour. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est... Comment t'as perçu tout de suite la lumière, sachant que ces derniers temps, si la météo était vraiment pas top. Alors, déjà, l'ensemble du tournage en lui-même, c'est un défi dans le sens où il faut savoir que la plupart des gens impliqués ne sont pas des gens de technique, ne sont pas des gens habitués à faire des films. En fait, de base, on est surtout tous acteurs, actrices. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir mettre en place nos propres projets. Et pour ça nous demandait de faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Raphaël s'est retrouvé, par exemple, à faire du son, ce qui n'est pas forcément son rôle de base. Il est plutôt acteur. Non, mais pour dépanner... quand on entend, ça va. Il a de bonnes oreilles. Ça veut dire que j'ai réussi. Donc, il a de bonnes oreilles. Parce que sinon, le film est foutu. C'est ça. Mais c'est ce que je disais, hein, t'enlèves le chef-op, t'enlèves le maquillage, et on va parler de la maquillage, et t'enlèves les oreilles, le son, il n'y a rien. C'est fini. Que tu sois un blockbuster ou un court-métrage, de toute façon, c'est le même résultat, il n'y a pas de film. Vous vous lancez dans le cinéma muet. Et encore, là, il faut un chef-op quand même, parce que la lumière, elle est importante. Mais t'enlèves l'équipe technique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de ciné, quoi. Il y a du théâtre, si vous voulez, mais du ciné. Et encore, il y a une régie aussi au théâtre. Et oui, dans le théâtre, si tu n'allumes pas la scène, t'es dans le noir. Voilà. Non, mais grosse pensée à tous les techniciens au cinéma, théâtre, musique, parce que sans les eux... artistes de l'ombre, qu'on pourrait dire. Monsieur Eric, là, c'est hommage. On ne le voit pas, Monsieur Eric, mais sans lui, il n'y aurait pas d'émission. Il n'y aurait pas de radio non plus, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, avec toute l'équipe de régisseurs qu'on a ici à Armada. Et alors justement, donc c'est vrai que ça n'a pas été simple. Et alors de décrocher, comment dirais-je, de découvrir le métier de chef-op, sachant que le film, quand on le regarde, on se dit le mec il a du métier, c'est fou. Le mec n'a pas de métier. Il n'a pas de métier. Il n'a pas de métier du tout. En fait, on se le dit quand on regarde les images, le cadrage il est bon, la lumière elle est bonne. Enfin, en fait, c'est un peu justement un des objectifs qui fait que les gens se sont réunis pour faire ce genre de projet, c'est pour montrer qu'en fait, avec pas de budget,
très peu de budget, avec de la motivation et des gens qui ont une vision professionnelle du projet, on peut réussir à faire des choses qui sont correctes, voire même bien. Ouais. Et puis en fait, mettre aussi en avant, Carla, elle avait une vision qui n'aurait pas forcément été prise pour être mise en avant ou même réalisée par des productions. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, on pouvait respecter au plus près la vision de Carla et pouvoir se permettre de le faire sans avoir la contrainte de changement de la part d'une production ou même d'une réalisation extérieure. D'accord. On est indépendant. Ouais. Voilà, c'est bien, vive l'indépendance. Bref, ce film, il est fort. Et j'ai ouï dire qu'il y avait une petite suite derrière, dans les idées. Oui, parce que c'est vrai que 2 minutes 20 pour le Nikon Film Festival, c'est assez contraignant. On a envie de raconter plus. Donc, il y a une version plus longue qui est en préparation. Qui est en train de se préparer et on ne dit rien. Bravo, en tout cas, bravo. Ce film donc est proposé au Nikon Film Festival, festival ô combien célèbre en matière de films très courts et de qualité. À partir du 20 janvier jusqu'au 4 mars prochain, donc on pourra voter. Vous allez donc sur le site de Nikon et vous allez voir les 2000 films qui se passent. Donc, et là, il y a une histoire à raconter et là, vous pouvez voter. Merci à toute l'équipe. Donc, vous verrez ce film, une histoire à raconter. Premier film de Carla D'Emilia, parmi les candidats du Nikon Film Festival. Votez pour lui, je suis persuadé qu'on en reparlera. Exactement. Et maintenant, place à la musique. Mais écoute, alors le 24 et le 25 et le 26 janvier, c'est une grande date. Sylvie Vartan remontera une dernière fois sur la scène du Palais des Congrès de Paris, marquant ainsi la fin de sa tournée d'anniversaire, mais aussi celle de sa belle histoire avec son public, expliquant la nécessité de ce choix. Je la cite: je n'ai pas la même énergie parce que j'étais tout le temps en mouvement, ce n'est pas une question d'envie, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tous les spectacles. C'est une vie complètement parallèle par rapport à ma vie personnelle et ça va être compliqué, je crois. Fin de citation. Et on continue avec les sorties de clips. Michaela Fileva vient de sortir le clip La dernière larme, Последняя слеза, est une histoire romantique de séparation mise en scène dans une ambiance minimaliste et gothique. Et il y a eu 14 000 vues en 24 heures. Côté charts internationaux, je vous amène en Croatie où Jala Brat et Boba Corelli continuent de tenir la tête de classement avec 4 titres, dont Bass en premier. En Estonie, en Moldavie, Tigo et Migran s'imposent avec Plane na Zavtra, projet pour demain, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. Et on part en Lituanie, Paula Paukštaitė, avec le titre Basilic Praeiti, cumule 52 485 vues en 12 jours sur YouTube. Et on termine avec la Roumanie, où Vinosatev de Dani Mocanu comptabilise 1 157 216 de streaming en 7 jours. Et oui, écoutez, découvrez les chanteurs de tous les pays. Franchement, on ne chante pas qu'en français et en anglais. Voilà, on va partir au niveau des livres, au niveau du livre de la semaine. Eh bien, le livre de la semaine nous emmène en Roumanie, justement avec une anthologie tout simplement titrée Nouvelles de Roumanie, parue chez Magellan et compagnie. On retrouve 6 auteurs de renom: Daniel Rațiu, Razvan Petrescu, Liviu Bleoca, Parta Petreu, Augustin Kupcha et Radu Pavel Geo. Roumanie, c'est un pays francophone, toujours francophile. Comment ce grand pays de l'Europe orientale a-t-il fait sa mue après les années sombres de la mainmise soviétique et de la terreur imposée par le couple Ceausescu? Et depuis la révolution, tout a changé, qui a tout changé. La littérature qui surgit de ce beau pays, forgé par les mythes issus des Carpates, de la Transylvanie et pour les Occidentaux de Dracula, des villégiatures de potentats au bord de la mer Noire ou du charme du Danube, qui en constituent une frontière, eh bien c'est marqué par une empreinte forte qui aspire à une nouvelle liberté. Je vais vous lire un extrait d'une de ces nouvelles. J'ouvre les yeux, l'édredon me recouvre presque toutes. Je sens l'air froid sur mon visage. Je mets à l'abri mes oreilles glacées et mon nez. Maman entre dans ma chambre. La lumière du hall pénètre jusque sur le tapis. Maman ouvre les rideaux. Je vois l'immeuble d'en face. Quelques fenêtres sont éclairées. Il n'y a pas que nous qui nous préparons à faire la queue. Tout un rituel s'est mis en place à cet effet. Les premiers à se lever sont les parents. Ils préparent les sacs à provisions.
les bouteilles de lait, les bocaux à yaourt pour le cas où. Mais nous voulons de la viande. Et pas seulement pour nous. Notre tante vient de Bucarest. Là-bas, on n'en trouve plus depuis longtemps. Chaque fois qu'elle vient, nous nous réunissons dans la cuisine pour faire des grillades. Toute la famille est heureuse alors. Je sens ma mère qui s'approche du lit où nous dormons, ma sœur et moi. Celle-ci dort encore. Elle a toujours de la peine à se réveiller. Ma mère se penche sur nous et nous chuchote. « Allez, debout, on va faire la queue. » Nouvelles de Roumanie, c'est dans la collection Miniature aux éditions Magellan et compagnie, une anthologie de textes traduits par Florica et Jean-Louis Courriol, sous la direction d'Alexis Bernot, un voyage de 144 pages. Vous pouvez me faire confiance, je connais très bien cette maison d'édition. Et nous passons à l'agenda de la semaine. Le Centre culturel d'Ukraine en France vous invite en ce moment à une exposition unique des œuvres de 7 artistes ukrainiens actuellement sur le front. Chacun d'eux exprime sa créativité de manière unique. Peinture, gravure sur bois, sculpture en métal et d'autres formes d'art. Leurs œuvres sont imprégnées d'émotions profondes, de significations existentielles. Cette exposition n'est pas seulement une histoire d'art, c'est une histoire de force d'esprit, de lutte, d'indomptabilité. Elle met en lumière ceux qui sont aujourd'hui en première ligne, mais qui restent connectés à la créativité, devenu leur moyen de raconter l'histoire de l'Ukraine au monde. Le Centre tchèque, lui, il vous invite à l'exposition Beyond Paper Plane, plus qu'une feuille de papier, qui présente 18 maisons d'édition, 38 illustrateurs et illustratrices comme Radka Dračková, Lukáš Šopekar, Michaela Kukovičová ou encore Patrick Hansak, des illustrateurs et artistes tchèques contemporains et leurs livres pour enfants. Des illustrations plus que de simples images sont faites à partir de matériaux comme la tôle, le textile, le film optique, la photographie ou des objets trouvés, repoussant ainsi les limites du format conventionnel du livre et des médias traditionnels qui y sont associés, c'est-à-dire l'aquarelle, le dessin, la gravure ou encore la peinture, ce qu'on a l'habitude de voir. L'exposition qui dure donc jusqu'au 15 février comprend, outre les livres eux-mêmes, mais aussi des objets d'art, des jouets, des prototypes de livres, des courts-métrages d'animation et même un jeu vidéo pour enfants. L'ambassade d'Autriche et le Forum culturel autrichien à Paris vous proposent un récital rare intitulé Musique de Theresienstadt le 24 janvier prochain à 20h dans les salons de l'ambassade d'Autriche, et ce pour marquer la journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. Sur scène, le baryton autrichien Wolfgang Holzmer et le pianiste canadien Olivier Godin interpréteront des œuvres composées au camp de concentration de Theresienstadt, où les artistes emprisonnés écriront des compositions et résisteront par l'art et la musique. Un programme qui rend hommage à la mémoire et la résistance, tout en célébrant la qualité exceptionnelle de ces œuvres. L'ambassade d'Autriche, c'est au 6 rue Faber, à Paris, dans le 7e arrondissement. C'est gratuit, mais la réservation est obligatoire sur ligne sur le site de l'ambassade. Et puis enfin, l'Institut List, avec nos amis hongrois, vous propose actuellement une exposition à la mairie du 6e arrondissement de Paris, intitulée Art déco Budapest. Ça se concentre sur la culture visuelle et l'art déco hongrois, mettant en avant l'art de l'affiche et le style de vie urbain moderne. Elle offre un aperçu de la culture visuelle de l'entre-deux-guerres à travers une sélection d'affiches, tout en soulignant les éléments ayant façonné le goût du public à cette époque. Les affiches exposées documentent les phénomènes de l'époque, le nouvel idéal féminin, la mode moderne, le culte du sport et de la santé, ainsi que les inventions comme l'automobile, la radio, les films sonores et j'en passe, et les nouvelles formes de divertissement telles que les concerts de jazz et les revues. L'exposition Art déco Budapest est accessible aux horaires donc de la mairie du 6e arrondissement. C'est facile, c'est métro Saint-Sulpice et c'est en face. Voilà. En face, il y a l'église, donc en face, c'est la mairie. C'est à côté, il y a la police, mais bon, normalement, on n'a rien à y faire. Génial. Alors, pour les chroniques du jour, aujourd'hui, on vous amène en Lettonie, en Macédoine du Nord, en Russie, en Serbie, en Ukraine. Et oui, aujourd'hui, 17 janvier, en Lettonie, on fête Zergudiena, la fête des chevaux, d'abord appelée la fête des cochons. Ou Kuka, Kukalia. On la trouve aujourd'hui sous plusieurs noms. Le jour des messieurs, Tenadiena, Tunadiena ou Tanisdena. Au tout début, c'était un jour sacré en l'honneur des cochons. Le christianisme a récupéré cette fête sous couvert de la Saint-Antoine.
coucou à mon fils, la tête de cochon, eh bien, elle était placée sur un rocher pour protéger les hommes du tonnerre et de la foudre. Au déjeuner, on mangeait de la tête et des pieds de cochon. On en mange encore d'ailleurs. Les restes étaient brûlés à l'endroit où les cochons seraient élevés l'année suivante. Pendant la journée, eh bien, les citadins chantaient la fertilité du cochon. Semer et se livrer aux travaux d'aiguille, eh bien, c'était interdit. Pas de broderie, c'est interdit. Ainsi que boire chez soi. Un 17 janvier, brumeux, c'était réputé annoncer des inondations, alors qu'un jour ensoleillé, ça annonçait de bonnes moissons, et un jour sec, ça annonçait la sécheresse, pas de peau. Et alors, dans la communauté orthodoxe, dimanche, le 19 janvier, on fêtera l'épiphanie orthodoxe ou la fête des trois rois, comme en Macédoine du Nord, Bogojavlenie en Russie, Bogojavlenie ou Krishenia, Croatie, Bogojavlenie ou Sveta Tri Krala, ou en Serbie, Bogojavlenie. L'épiphanie catholique commémore la venue des rois mages au berceau de Jésus, alors que l'Église orthodoxe fête le baptême de Jésus dans le Jourdain. La veille, les croyants jeûnent et le jour de l'épiphanie, on bénit l'eau qu'on distribue aux paroissiens. Et surtout, il existe une tradition incroyable dans tous les pays slaves. C'est la traditionnelle baignade dans l'eau glacée des rivières, des lacs, des étangs. En Russie... Je n'irai pas. Je n'irai pas. Si t'es en compagnie, en bonne compagnie, dans nos pays, je pense. Je peux raconter une anecdote vite fait si vous voulez. Ouais. Chez nous, c'est intéressant parce que même les femmes, en fait, on rentre dans la rivière. Tout le monde, bien sûr, tout le monde. Et puis les hommes, les femmes. On va se battre pour la croix, en fait. Du coup, c'est la croix qu'on cherche. Il faut récupérer la Sainte Croix. Exactement. Et du coup, les hommes, d'habitude, ils nous laissent. Ah, d'accord. Mais il y en a moins femmes, en fait, qui sont courageuses d'y aller. Oui. Et en Russie, on ne cherche pas la croix, on casse la glace en forme de croix. Et à Moscou, il y aura, par exemple, dans la ville, 600 lieux où on peut se baigner, par exemple, qui sont organisés à peu près, 600 dans la ville. Et le film macédonien, justement, Dieu existe, son nom est Petrounia, de Teona Strudgat-Mitsevska, sorti en 2019, parle du sujet. Baignade d'abord réservée aux hommes. Une femme du nom de Petrounia réussit à remporter la Sainte Croix dans le lac. Et évidemment, toutes les réactions machistes. Et à noter que dans la version DVD, il y a un court-métrage documentaire de 11 minutes sur le rituel de la croix. Oui. Sur les lieux de tournage et à Skopje. On retourne en Lettonie lundi, le 20 janvier. Ça sera le jour du souvenir des défenseurs des barricades à Riga du 20 janvier 1991. Les forces spéciales militaires soviétiques ont occupé le ministère de l'Intérieur de la République lettonne, provoquant ainsi une fusillade dans le centre de Riga au cours de laquelle plusieurs personnes sont mortes. Depuis 1997, on commémore ce jour historique en organisant des activités éducatives, des concerts, des expositions au musée des barricades, mais aussi des feux de joie devant les principaux lieux de où en 1991 ont eu lieu ces combats pour l'indépendance de la Lettonie. Et enfin, le 22 janvier, ce sera la journée de l'unité ukrainienne et la fête de réunification au sein d'un commun État souverain. Ce jour-là, cette fête fait référence au 22 janvier 1919, lorsque la République nationale ukrainienne et la République nationale ukrainienne de l'Ouest ont signé l'acte d'unification sur la place Sainte-Sophie à Kiev. Et ce jour, des manifestations officielles sont organisées partout en Ukraine, mais aussi une chaîne humaine qui relie deux rives de Dniepr, donc le fleuve de Kiev, sur le pont de Paton. Cette chaîne symbolise l'unité de l'Ukraine de l'Est et celle de l'Ouest. Place à l'interview avec Erika Kościelova. Elle est originaire de Slovaquie. Erika Kościelova est bien sûr photographe. Et pas n'importe laquelle. Je dirais même une photographe de la vie, une photographe de l'amour, une photographe de l'histoire. Chaque photo, c'est une histoire qui se raconte à travers les pierres, les regards, les complicités, les cœurs qui battent, que ces cœurs soient d'âge mûr ou petit enfant. Les photographies d'Erika Kościelova, c'est de la poésie, on en voit une. Par où mène ce chemin? On voit l'église de, je crois que c'est Notre-Dame de Lorette, et derrière le Sacré-Cœur. C'est un décollage puisque on part du sombre, on va vers la lumière. Encore bienvenue sur Armada, Erika. Ma première question, comment tu en es venue à la photographie? Qu'est-ce qui t'a déclenché?
Alors, depuis que j'étais petit, j'aime beaucoup de l'art. Je dessine, j'ai fait de la peinture, donc je suis une personne créative. Et, depuis à peu près, ça fait 10 ans que j'ai acheté un appareil photo. Et j'ai fait de la photo de la nature, des fleurs, de vraiment juste de temps en temps des photos. Et quand j'ai déménagé à Paris, ça fait 5 ans, c'était fin d'année 2019, donc juste 4 mois avant Covid. Je suis arrivée à Paris toute seule, sans travail, donc vraiment appareil photo est devenu mon meilleur ami. Donc chaque fois que je suis partie quelque part, j'avais mon appareil photo avec moi. Et ça, c'est un moment que j'ai tombé amoureuse avec la photographie. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'inspire ? C'est qui tes influences ? Parce que est-ce que tu as des photographes, je veux dire, que tu aimes bien ? Ah oui. Franchement, j'aime beaucoup Robert Dino. J'espère Robert Doisneau. C'est toujours problème pour. C'est ce que j'allais te dire. Il y a une photo qui me rappelle Doisneau. C'est pour ça. Oui, aussi Henri Cartier-Bresson et tous les photographes comme ça. Parce que moi, j'aime vraiment. Je suis comme un paparazzi parce que j'aime vraiment beaucoup faire des photos dans la rue, des gens qui sont au café, qui se promènent, vraiment la vie quotidienne, on peut dire ça. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et c'est bien parce que c'est vrai que cette ambiance, on va en voir quand on va voir les êtres humains, mais même au niveau de... Là, on va en avoir une. Là, par exemple, c'est les Tuileries, où quand on se dit Paris, c'est du béton, et en fait, non, on est à Paris, on est en plein milieu d'un jardin. On se dit, tiens, c'est marrant, la pierre, il n'y en a pas de trop. La photo suivante, on voit le Panthéon avec le jardin du Luxembourg. Et moi, ces 3 arbres, en fait, ils m'ont très surpris. On travaille beaucoup sur les lignes, sur les courbes. Et moi, ce que ça m'a rappelé, je dis, c'est pas possible. Il y a une église et devant, il y a 3 arbres et ils ont tous la même position. On dirait 3 crucifix. Je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Et enfin, on peut imaginer, c'est des tableaux en fait. Merci. C'est incroyable. Merci. Parce que parce que ça, c'est une photo. Paris, tout le monde fait des photos de la Tuileries et tout. Donc moi, je cherche toujours un peu une perspective différente. Je cherche toujours une belle lumière, comme ici j'aime beaucoup la lumière. C'était au matin, il n'y a personne. Donc je cherche toujours des choses un peu différentes. La perspective, lumière. Ouais. Puis même des surprises aussi. La suivante, elle est très bien. Alors on se croirait sur la scène, pourtant dans le rétroviseur, c'est le Sacré-Cœur. Et voilà. Donc c'est vrai, on est sur la route, c'est vraiment. Et en fait, il faut surveiller les arrières. Oui, c'est un peu ça. Donc, je crois personne voir des choses comme ça. Tout le monde fait photo juste Sacré-Corps. Ouais. Mais moi, je cherche toujours le petit détail. Oui, exactement. J'aime beaucoup ça. C'est génial. En plus, il faisait beau, c'est incroyable. Alors, il y a à la fois les monuments, voire on va faire défiler les photos. Il y a les hommes. Il y a des fois, là, on voit les hommes et les monuments. Qu'est-ce que pensent ces 2 jeunes ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils parlent ? Est-ce qu'ils se taisent ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils regardent juste Exactement. Avec le ça, soleil ? C'est pour moi la photographie. Parce que chaque photo, on peut créer ses propres histoires. C'est qui cette personne dans la photo ? C'est le moment, on peut vraiment créer l'histoire, on peut transmettre l'émotion. Exactement. Puis là, c'est complètement anonyme, c'est 2 personnes, mais ça pourrait être n'importe qui. C'est ça c'est vraiment l'humain. Ça, c'est vraiment l'humain. Merci. Et alors, moi, c'est ce que j'aime bien. Moi, je disais, c'est la relation, c'est l'amour. Quand on voit ça, moi, ça me fait penser à Robert Doisneau parce que avec le baiser de l'hôtel de ville, il y a une complicité. Les 2 t'ont pas vu. Et ils sont seuls au monde. Moi, c'est ça que j'aime bien. Il y a de la magie. Comment tu fais ? Après, tu vas les voir ou tu dis voilà, je fais ou...
Non, je dis rien. Mais beaucoup de fois, je voulais pour dire quelque chose, pour donner la photo. Et ça m'arrive quelquefois que personne m'a trouvé sur Instagram et m'écrire « Ah, c'est moi dans la photo, est-ce que tu peux m'envoyer ?» Donc, ça m'est arrivé 3-4 fois. Je suis très contente qu'il y ait quelqu'un qui trouve. Après, photographié par une photographe qui est publiée dans des livres, moi, je suis complètement d'accord. Après, alors là justement, moi je pensais plutôt à Henri Cartier-Bresson avec la prochaine, parce que Henri Cartier-Bresson, il y a une photo de lui, une photo qu'il a faite, et c'est pareil, c'est vraiment, il y a un énorme décor et on voit les humains, ils sont tout petits. Comme quoi, vraiment, l'humain est tout petit au monde, sur la planète. Donc, mais c'est impressionnant. Et là, je me suis dit, mais tiens, on dirait Henri Cartier-Bresson. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, est-ce que Henri Cartier-Bresson fait partie? Je me souviens toujours le moment. C'était juste avant la pluie. Donc, après 5 minutes, c'était il a plu. Donc, après la pluie. Oui. Donc, je me souviens toujours mes photos. Je me souviens le moment comme j'ai fait les photos. C'est des moments uniques, quoi. Non, c'est vrai. Tu te dis, tiens, je vais prendre des photos dehors et il pleut comme vache qui pisse. C'est une expression. Non, c'est fou. Hein. Mais voilà. Alors là, il y en a une, moi, elle me touche. Moi, elle me fait marrer. Parce que celle-là, en fait, on pourrait la couper en 4, voire en 2. Moi, ce que j'aime bien, c'est le monsieur en short, avec la dame en face qui est en pull. Et entre le tabac, la pizzeria, on couple. Elle, la femme, a un arbre. Le monsieur, il a un panneau, il a un candélabre. C'est beaucoup moins poétique. Enfin bon, on dirait deux mondes qui se font face. Qu'est-ce qui a inspiré cette photo là? C'est exactement comme tu as dit. C'est le style, parce que comme je me promène, je cherche toujours quelque chose un peu différent, un peu particulier. Donc comme je vois des gens qui sont habillés, c'est une émotion, donc je fais des photos. D'accord. Non, mais on pourrait raconter des histoires là-dessus. Exactement, tu peux imaginer, il parle de quoi, c'est ça. C'est quoi la relation, donc on peut vraiment faire l'histoire. C'est ça. Et lui ne dit pas un mot, mais il n'en pense pas moins. C'est un truc de fou. Peut-être elle a un problème, elle explique, donc tu sais, il y a beaucoup de choses on peut dire, comment voir les photos. Et alors, après, il y a une photo qui me touche beaucoup, en fait, parce que celle-là, elle est magnifique. Moi, je trouve qu'elle est magnifique. Moi aussi, j'aime beaucoup cette photo. C'est la force de l'humain, la fragilité du chien. Et pourtant... Merci. C'était en Aix-en-Provence. C'était en novembre. C'était un marché. Donc, cet homme, cette personne, il vend des légumes. Et j'ai vu qu'il avait deux petits chiens à côté. Et vraiment, comme je suis me promenais, j'ai vu qu'il a fait un petit moment avec des chiens pour faire coucou, et donc j'ai pris cette photo. Ouais, parce qu'on voit qu'il aime les animaux. Enfin, oui, et il est là toute la journée à vendre les légumes, et des chiens sont là-bas à côté de lui à attendre. Donc. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai, moi, quand j'ai vu la photo, j'ai dit, tiens, c'est marrant. Il y a une tendresse entre les deux, c'est impressionnant. Oui, c'était vraiment une seconde, un petit moment. Et d'ailleurs, comme on dit, il retourne, parce qu'avec le poignet, là, on a l'impression que le temps s'arrête. Et en fait, avec sa montre, il y a une opposition. Et c'est que le temps tourne quand même. Le temps passe, les jours défilent. Et le monsieur continue de vieillir, le chien aussi, mais ça se voit moins. Enfin, sauf à la fin, mais là, c'est vrai. Et puis, il y a un truc aussi, alors la suivante, alors je disais aussi photographe de l'amour. Et parce qu'on peut te demander de faire des photos de mariage, des photos de couple. J'ai fait aussi des photos de couple, de mariage, comme ça, donc j'aime vraiment faire l'amour, comme tu as dit. Ouais, c'est ça, faire l'amour. Capturer le moment de l'amour. Donc, j'ai des clients partout qui viennent à Paris, qui demandent des mariages, juste pour avoir souvenir. Ouais. Et moi, j'aime bien cette photo parce qu'en fait, comme ils sont sur un escalier, ils sont assis. Là, ils rigolent et tout. Enfin, on voit la complicité entre les deux. Puis ils sont sur un escalier. Mais ce qu'il y a, c'est que est-ce qu'il va l'emmener au 7e siècle? C'est possible, hein, parce que après, on ne voit pas. Mais
Non, mais c'est vrai. Quand tu les regardes, tu sais, oh là là, elle maintient sa poitrine, lui, oh, aïe, aïe, aïe. On dirait qu'il est un peu timide, mais alors que pas du tout. C'est ça, moi j'aime bien cette complicité qu'il y a. C'est un truc de fou, quoi. Et alors la suivante, elle est magnifique. Parce que c'est le même couple, mais ils n'ont pas du tout la même attitude. Ouais. Et là, c'est de l'amour. Ouais. là, on va pas tarder à les laisser tranquilles. Hein, c'est voilà, je te tiens, je te sens, je te ressens. Magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est tout en sensualité. Ouais. Et là, on a vraiment envie de dire, on va vous la paix. Merci. Pour moi, c'est Tania. Et entre les deux profils, on voit une humaine, vous voyez oui. Silhouette. Oui, c'est ça. Exactement. Et pour moi, c'est très important. Ensemble. Pour moi, c'est très important. Pas fait juste la séance photo. Parce que beaucoup de fois, j'ai des couples qui sont très timides. C'est la première fois qu'ils font des photos. Pour moi, c'est important. C'est un bon moment pour eux, pour s'amuser, pour en rire. Je parle beaucoup, je fais des blagues. Donc, après, le résultat, c'est différent. Donc, ils sont détendus. Oui, exactement. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Pour avoir aussi un bon souvenir. Pas des photos, mais aussi un bon souvenir pour les séances photos. Bien sûr, des émotions qui sont liées fait avec ce shooting. Exactement. C'est ça. Et donc, si vous voulez vous faire photographier, hein, allez-y. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que l'influence de ta peinture, puisque tu es peintre à la base, ça se voit dans tes photos. C'est ça qui est génial. La composition, on ne peut pas dire. Oui, je crois que c'est ça, parce que je cherche toujours un peu... composition un peu différente, parce que j'ai fait beaucoup de fois la même en droite. C'est Trocadéro, c'est que de la Seine, c'est toujours la même en droite. Donc je cherche toujours pour faire chaque séance photo un peu différemment. Donc je cherche avec mes yeux un peu... le ressenti. Oui. Et puis il faut surtout que ça aille avec le couple, quoi. Enfin, c'est vrai que... C'est selon la personnalité. Et chaque couple est différent. C'est vraiment, chaque séance photo est différente, chaque couple est différent. Donc, c'est vraiment... C'est une histoire. Oui. Encore une histoire à raconter. C'est vraiment le thème de l'émission aujourd'hui. Et puis, alors, au mois de mai dernier, il y a une de tes photos qui a été publiée dans le très beau livre Paris Instantané aux éditions Hervé Chopin Éditions. Qu'est-ce que ça fait de voir une de ces œuvres publiée dans une anthologie photographique ? Ça, c'était un rêve pour moi, franchement, parce que je ne suis pas français. Je crois dans ce livre, il y a, je ne sais pas, 90% photographes françaises. Donc pour moi, ça me rend vraiment heureuse, parce que ça arrive naturellement. Franchement, j'ai fait rien. Donc j'ai reçu un message et je voulais participer dans ce livre. Donc j'ai quelques photos là-bas. Et ça, c'est le 12e livre. Il y a un autre comme j'ai. Donc c'est vraiment, ça m'a chauffé au cœur. Ah, mais ça fait plaisir. En fait, tu ne demandes rien, mais on vient te chercher. Exactement. C'est trop génial. Non, ça, c'est top. Et alors, au niveau des projets, est-ce que tu as des expos prochainement ou pas, ou qu'est-ce que tu prépares? Franchement, c'est mon rêve pour avoir ma propre livre ou un expo. Donc, j'espère ça va réaliser bientôt. Écoute, on croise les doigts. Rien de particulier pour dire maintenant, mais je voudrais vraiment faire ça. Écoute, on croise les doigts parce que franchement, moi perso, j'aime bien tes photos. Merci beaucoup. Et donc, si on veut se faire photographier par toi, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait? Il suffit m'écrire sur Instagram. C'est avec mon nom pour faire un message et après on Erika discute. Oui, c'est ça. C'est mon nom. Le nom va défiler sur c'est tout. Ouais. D'accord. Ok. Et puis donc sur Insta et puis après il y a un site, non? Je sais pas, non, t'as pas de site. Non, maintenant j'ai pas de site, c'est juste sur Instagram. Juste sur Instagram. D'accord. Bon voilà, je vous laisse rêver. Si vous avez même tout seul, que vous soyez tout seul, que vous soyez en couple, si vous voulez vous faire photographier, il y a une dame qui sait te servir de ses yeux et qui sait regarder.
Exactement. Dans un instant, dans un instant, la météo, le journal et une artiste plasticienne rare. Elle fait parler la nature. Pour l'heure, place aux partenaires et aux voyages. Dans les têtes, le week-end, on peut toujours se sentir en vacances. Voici quelques images de la Slovaquie. Et oui, la Fédération France-Slovaquie vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison. Pour suivre son actualité, une adresse www.france-slovaquie.com et sur les réseaux sociaux. L'Aki, atelier de transformation, est une association qui prend soin de votre image. Les formations proposées aux étudiants des établissements supérieurs les forment à maîtriser leur image dans le cadre professionnel. Les formations des dirigeants des cadres des entreprises permettent de fluidifier la communication non verbale. Et enfin, les événements autour de la mode, du style, des arts sont proposés aux Parisiens. Et le prochain événement, c'est le 10 avril. Ce sera un show burlesque avec un défilé de créateurs internationaux de la musique, de la danse. Vivez ces enchantements avec l'Aki. Un programme assez alléchant. Je suis un petit peu dans la confidence. Aima et Aikokoa, vous rêvez de vacances inoubliables à la neige, dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes, à skier, dans un spa, une piscine, un jacuzzi, buvant du champagne, dans une ambiance de fête, tout en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région de Maramureș, cette magnifique région de Roumanie. Il ne vous reste plus qu'à les contacter, les chalets Aima et Kokoa. J'ai eu un message de Narcissa, elle nous a dit on vous attend à bras ouverts. Elle parle français. Donc même les Français peuvent y aller, vous inquiétez pas. C'est superbe, franchement, dans des chalets en bois, t'as tout, c'est génial. Place aux images, place au voyage. Ah, monsieur Larsen, bonjour. Place à la météo. Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, bien sachez que ce week-end sera beaucoup plus agréable que celui de la semaine dernière. Je l'espère. Malgré quelques nuages, ce sera du beau temps en général et du froid. Samedi matin, le soleil va s'imposer sur une grande majorité du continent. Les nuages envahiront le ciel de Finlande, des États baltes, de Biélorussie, de Pologne ainsi que d'une grande partie de la Serbie, de la Slovaquie et de la Norvège. Côté température, on annonce -4 à Sofia, -3 à Bucarest, -2 à Berlin, mais aussi dans le parc de Maramureș en Roumanie, ça tombe bien, il neige, et à Oslo, -1 à Bratislava, -1 degré à Belgrade, Plovdiv, Zagreb, 0 degré à Budapest et à Prague, 1 degré à Zaječar dans l'est de la Serbie, 1 degré à Kiev et à Varsovie, 2 degrés à Minsk, 3 degrés à Tallinn et Helsinki, 4
4 degrés à Vilnius, 5 degrés à Riga et à Copenhague, le maximum pour Poprad en Slovaquie. Un miracle habituellement, c'est le point le plus froid de la Slovaquie, Poprad. Samedi après-midi, le temps restera agréable, voire beau. Les nuages resteront en Ukraine, en Hongrie, en Pologne et dans le nord de l'Allemagne, ainsi que dans les pays baltes et la Scandinavie. Côté Mercure, ça restera froid entre 0 et 2 degrés avec un minimum de moins 2 degrés à Oslo, 0 degré à Belgrade, 1 degré à Budapest, Prague, Bratislava, Stockholm ou encore Zaječar. En Serbie, il fera 5 degrés à Bucarest, à Sofia et à Copenhague, 6 degrés à Vilnius et Riga, 7 degrés à Plovdiv. En Bulgarie, attention, la nuit de samedi et à dimanche sera vraiment fraîche. Dimanche matin, ce sera du même acabit que la journée de samedi, avec du soleil sur le centre de l'Europe et les Balkans, ainsi que des nuages sur l'est du continent. Côté température, eh bien, ça variera. Dimanche matin, ça variera de moins 2 degrés à Bucarest et à Sofia, avec un minimum de moins 5 degrés à Cluj-Napoca en Roumanie, jusqu'à 3 degrés à Riga en Lettonie, moins 1 à Plovdiv et à Zagreb, 0 degrés à Niš en Serbie, mais aussi à Berlin, Prague, Budapest et à Bratislava, 2 degrés à Varsovie, Vilnius et Stockholm. Enfin, dimanche après-midi, eh bien, ce sera à peu près comme samedi après-midi, avec du soleil sur la majeure partie du continent. Côté Mercure, on ne dépassera pas les 3, 4, 5 degrés, sauf du côté des Balkans où on attend 6 degrés à Bucarest et 9 degrés à Sofia. La seule pluie, ce sera hélas en Italie, à Rome et à Lisbonne au Portugal. C'est décidément le monde à l'envers. Bref, en Europe centrale et orientale, c'est un beau petit week-end. Place au journal, il est 20h. Nous sommes en 2025, qui dit nouvelle année dit nouvelle capitale européenne de la culture. Pour 2025, eh bien, ce sera la ville de Chemnitz à l'est de l'Allemagne, mais aussi Nova Gorica en Slovénie et sa grande sœur Gorizia dans la superbe région du Frioul. Pour la petite histoire, lorsque la ville de Nova Gorica a appris qu'elle était l'une des capitales européennes de la culture, eh bien, elle a demandé à ce que Gorizia le soit aussi. Une histoire à raconter dans les villes, puisque Nova Gorica n'existe que depuis 1947, puisqu'elle a été fondée par des anciens habitants slovènes de la Friulan Gorica. Croatie, un deuxième tour sans appel pour les élections présidentielles. Oui, le président sortant Zoran Milanović a été réélu haut la main avec 74,68% des voix face au nationaliste pro-européen Dragan Primorac, soutenu par le HDZ qui rassemble 25,32% des voix. À noter une abstention encore très forte avec 55,83%. Les votes blancs et nuls comptant dans l'élection représentent 3,67% des suffrages, plus du double qu'au premier tour. Élu pour la première fois le 18 février 2020, Zoran Milanović entame donc son deuxième mandat jusqu'en 2028, mandat non renouvelable. Le président réélu avait fait campagne sur son opposition au soutien de l'Union européenne à l'effort de guerre ukrainien contre la Russie. Roumanie, le ministère roumain de l'énergie a mis en garde contre un risque pour la sécurité nationale concernant la vente potentielle du fournisseur d'énergie local, EON, au groupe hongrois MVM, en raison de ses liens avec la Russie. Oui, Roumanie toujours. La peintre roumaine Janine Sârbu, artiste de l'abstraction géométrique optique et luminocinétique, a été décorée par Rachida Dati, ministre de la Culture, qui lui a remis donc les insignes de chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres en présence de l'ambassadrice de Roumanie en France, son Excellence Madame Ioana Bivolaru. Énergie, un câble électrique sous-marin reliera l'Albanie, l'Italie via la mer Adriatique. Oui, l'Albanie dispose d'un surplus d'énergie et sa production d'électricité est entièrement renouvelable grâce à un parc de centrales hydroélectriques, ce qui peut aider l'Italie en matière énergétique. Alors pourquoi on vous dit ça ? Parce que mercredi, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé la conclusion d'un accord avec l'Albanie et les Émirats arabes unis pour la construction d'un câble électrique sous-marin qui traversera l'Adriatique et reliera Tirana à Rome d'ici 3 ans. Selon le Premier ministre
ministre albanais Edi Rama. L'accord prévoit un investissement d'environ 1 milliard d'euros. On reste en Albanie avec des élections imprévisibles après l'inscription en masse d'électeurs de la diaspora. En effet, cette semaine, entre dimanche et mardi, rien que ces 2 jours, eh bien, quelques 10 000 Albanais de la diaspora se sont inscrits pour voter aux prochaines élections nationales prévues le 11 mai prochain. Cela pourrait rendre impossible la prédiction des résultats. Selon le ministre de l'Intérieur, Ervin Oksa, 3,7 millions des 4,6 millions de citoyens albanais ont le droit de vote. Cependant, d'après le recensement de 2023, seuls 2,4 millions de personnes vivent dans le pays. Cela signifie que plus d'1 million d'électeurs albanais sont issus de la diaspora et résident dans des pays tels que les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et oui, c'est les sondages qui vont être contents. Enfin, les sondeurs qui vont être contents. République tchèque, l'achèvement de l'oléoduc TAL Plus marque la fin des années de dépendance de la République tchèque vis-à-vis du pétrole russe pour près de la moitié de sa consommation totale. Comme l'a annoncé le gouvernement tchèque, l'oléoduc transalpin TAL est l'une des artères pétrolières les plus importantes d'Europe. Il relie le port de Trieste en Italie aux pays d'Europe centrale et approvisionne en pétrole les raffineries d'Autriche, d'Allemagne et de République tchèque. On reste toujours en République tchèque. Une coalition d'ONG environnementales tchèques a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, accusant les autorités tchèques de ne pas respecter la législation environnementale de l'Union européenne concernant les émissions de mercure issues de la centrale à charbon de Počerady en Bohème du Nord. Bravo madame. Bulgarie, après la récente tentative présumée des services spéciaux ukrainiens d'attaquer le gazoduc Turk Stream en Russie, la Bulgarie a pris des mesures pour protéger Balkan Stream, le prolongement du même gazoduc qui fournit du gaz à des clients en Europe. Notons que le Parlement bulgare a rejeté hier une proposition visant à réintroduire une taxe supplémentaire sur le transit du gaz russe vers l'Europe centrale. Une législation qui aurait pu provoquer le courroux de la Serbie et de la Hongrie. Kiev, enfin, poursuit l'achat de réacteurs nucléaires russes hors d'usage. Ravivant un projet de l'ère soviétique, le Parlement ukrainien a autorisé hier l'achat à la Bulgarie de 2 anciens réacteurs nucléaires russes pour 600 millions d'euros afin d'agrandir la centrale nucléaire de Khmelnytsky, centrale imaginée par Leonid Brejnev au début des années 1970, qu'est-ce que j'étais jeune, et qui n'a jamais fonctionné à plein régime. Une info qui fait froid dans le dos, Danemark, les partisans américains de Donald Trump passent la seconde. Oui, c'est la première fois qu'on observe au Groenland des casquettes de Make Greenland Great Again à Nuuk, de même que les casquettes rouges de 2016 Make America Great Again de Donald Trump. Les Nelk Boys, un groupe de youtubeurs sympathisants du président élu, ont été aperçus devant le plus grand supermarché de Nuuk, vêtus à l'effigie du républicain, arborant le drapeau américain et scandant « Bienvenue dans le 51e État ». Une employée au gouvernement groenlandais confie que, je cite, « Ces gens ne représentent pas les Groenlandais. Je ne connais personne qui souhaite que le Groenland fasse partie des États-Unis. » Fin de la citation. Dans le même temps, les relations entre la première ministre danoise Mette Frederiksen et Donald Trump se crispent de plus en plus. Ce dernier a de nouveau menacé d'appliquer des droits de douane ciblés sur certains produits du Danemark si le pays ne cède pas ou ne vend pas le Groenland. Nous sommes dans une situation grave, a déclaré hier, non sans inquiétude, Mette Frederiksen. Un porte-parole à la Commission européenne s'est voulu, lui, rassurant et a confié à nos confrères d'Euractiv que, je cite, l'Union européenne dispose d'instruments pour faire face à une coercition, une contrainte économique injuste à l'encontre d'un seul État membre. Enfin, Autriche, les électeurs du Burgenland, région frontalière de la Slovaquie, la Slovénie et la Hongrie, sont appelés aux urnes ce dimanche 19 janvier pour les élections régionales. 36 sièges à conquérir. Alors, est-ce que le chancelier régional Hans-Peter Doskozil du SPO gardera son siège ? Très bonne question. En 2019, son élection avait créé la surprise. Réponse donc dans Bienvenue à l'Est la semaine prochaine. Parlons art et nature. Oui. Place à l'interview avec une grande dame de l'art contemporain, l'artiste plasticienne bulgare Tania Angelova.
Et oui, alors... Bienvenue, bonsoir. Je te laisse la présenter parce que c'est une grande dame. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans ton atelier et franchement... Exact. Voilà. Diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Sofia, maître d'art depuis 1997, Tania Angelova est une artiste plasticienne qui travaille des différentes matières et techniques et des plus étonnantes, comme les cheveux, par exemple. Elle était lauréate de FIAC 2024. Ses œuvres s'exposent un peu partout, en France, en Espagne, Bulgarie, Allemagne, Autriche. Bienvenue sur Armada. Bonsoir. Merci. Tania, vous avez grandi dans le milieu de l'art. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre jeunesse en tant qu'artiste? En fait, je ne peux pas dire que j'ai grandi dans le milieu de l'art, mais c'est plutôt ma mère qui était dans le milieu de la culture. Donc, grâce à elle, j'ai pas mal apprécié tous les domaines artistiques. Oui, donc cinéma, vous avez découvert le théâtre, l'opéra, l'art plastique, l'art tout court. L'art c'est ça. En matière d'art, ça c'est des cheveux. Oui, c'est une sculpture, une mini-sculpture d'ailleurs. C'est tout petit. Et ça fait partie de cette recherche avec les cheveux. Une recherche qui date depuis mes années quand j'étais aux Beaux-Arts. En fait... à la fin de mes études, j'ai fait une énorme quand même, 3,5 mètres de hauteur sculpture avec des cheveux, avec tous ces modules. Donc, c'est une recherche depuis longue date et c'est un amour pour toujours, je pense, parce que j'ai encore plein de choses à dire dans cette domaine. Oui, tout à fait, on en parle, oui, tout. Ouais. Et pour vous, c'est important justement de dépasser les savoir-faire qu'on dispense, qu'on apprend à l'Académie des Beaux-Arts. Et une création personnelle s'appuie sur les notions de la trace au propre et au figuré. Et que cherchez-vous à retracer? En fait, oui, je pense que c'est obligatoire. Si chacun veut avancer, chacun veut découvrir son propre style, il faut vraiment apprendre et vite oublier tout ce qu'on a appris. D'ailleurs, je pense que c'est Matisse qui a dit, et je vais juste réciter, il a dit « apprendre pour mieux désapprendre et maîtriser pour se libérer ». Donc, je conseille chacun de mes amis artistes, il faut y aller, visiter des expositions, apprécier, capter tout ce qui est important, mais après, vite oublier, rentrer dans son atelier et chercher en soi tout ce qu'on peut, découvrir dedans. C'est ça, oublier, désapprendre et après créer quelque chose de nouveau. Et dans vos créations, quel que soit le support, les cheveux, les tissus, les feutrines, les fils, c'est les premiers qui sont posés sur le support, sur la toile. Ils sont le fil conducteur. Pourquoi la texture l'emporte sur la couleur ou sur la composition prédéfinie? Je pense que c'est spécifique pour moi. C'est pas forcément... quelque chose de très important pour les autres, mais je suis quelqu'un qui travaille beaucoup la matière. Je touche une matière et c'est la matière qui me guide en fait. À partir de la matière, je sais qu'est-ce que je veux et je réalise à la fin. C'est une vraie conversation entre les deux. Oui. C'est ça. Oui. C'est important, vraiment toucher et avoir le contact. À partir de là, je peux créer. Donc l'inspiration vient vraiment du toucher, du tactile? Oui. C'est pas forcément par les yeux ou par l'odorat ou par les oreilles. On en parlait tout à l'heure. C'est vraiment toucher. C'est le sens qui est le plus fort. Et vous parlez des œuvres ou des paysages qui ont du rythme ou pas, et comment vous créez votre rythme ou les rythmes dans vos créations? Déjà, le rythme, d'une manière spécifique pour moi, je l'ai créé
par la couture. Donc, je couds sur mes tableaux et cet rythme graphique est tellement à moi que je ne me vois pas le faire avec un pinceau ou un crayon ou une autre. Donc il faut que la trace soit plus forte que le pinceau. Absolument. Je pense que percer une matière, pour moi, ça provoque plus qu'une émotion. C'est vraiment une bagarre avec moi-même, on va dire. Une bagarre. Oui, carrément. Hein. C'est physique. Hein. Chez moi, la création, on va dire que c'est vraiment physique. C'est physique et en même temps, c'est émotionnel. Absolument. Votre art est abstrait, donc le langage est complètement universel. Et donc l'émotion, du coup, est plus importante que tout le reste. Et chaque spectateur, pareil, puise les émotions dans son vécu, dans son expérience artistique. Et comment, en fait, cette conversation émotionnelle se crée et qu'est-ce qui est important, en fait, dans cet entretien émotionnel avec le public? Comme mes œuvres sont purement abstraites, je laisse les spectateurs se retrouver dedans. Je ne veux pas les influencer. Je ne veux pas raconter mon histoire, en sachant qu'il y a beaucoup de monde qui me demande « Mais qu'est-ce que vous avez pensé pour créer ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti ?» Je ne veux pas les influencer. Je veux que chacun plonge dedans et trouve son propre vécu. Ça, par exemple, mes enfants, ils ont chacun sa propre théorie, qui voit le fond marin projeté dans l'œil d'un dauphin, par exemple. « Ah, maman, on voit le dauphin et l'œil, vous voyez comment c'est pittoresque, etc. » Et l'autre enfant dit « Mais non, tu vois la terre de loin, regarde, imagine que tu es dans l'espace. » et tu... Donc chacun trouve... Voilà, donc je suis très contente de savoir les émotions des autres. Et parce qu'en fait, le spectateur se confie. Parce qu'il dit, moi je vois ça. Moi aussi, je vois un œil. Et surtout parce qu'il y a son vécu dedans. Ouais. En fait, c'est à travers de son vécu, il ressort des images et des émotions et des histoires. Exactement. Voilà. Et deux personnes n'ont pas du tout le même vécu, donc obligatoirement c'est complètement différent. Donc il y a deux visions différentes. Moi par exemple, je vois un oiseau, je sais pas pourquoi. Mais moi je vois un fond marin, quelque chose d'aquatique. C'est vrai, dans cette image, c'est aquatique, mais pas forcément l'œil du dauphin d'ailleurs. C'est peut-être mon œil, l'œil du spectateur. Mais c'est vrai que c'est ça qui est passionnant, c'est comme la littérature contemporaine, très souvent c'est ça, c'est la recherche du sens par le spectateur et cette métatextualité qui est extrêmement présente dans votre œuvre. On va voir plusieurs tableaux de Tania on voit beaucoup de matière et on voit que je n'hésite pas à percer et coudre mes tableaux. Et cet rythme graphique noir, en fait, il est créé par le fil de coton. Ouais. C'est beaucoup de travail. Ouais. Et c'est vrai que quand on va dans ton atelier, on sent que l'art a la place. Enfin, nous, en fait, on est juste de oh là, non, je suis de trop. C'est vraiment non, mais c'est vrai, ton atelier, il respire l'art, quoi. Enfin, moi j'y suis allé, c'est partout. Enfin, il est très chargé. Mon atelier, il est très chargé avec des matières. Parce que je dis, j'ai une idée pour cette matière. J'ai une idée pour cette découverte. En fait, il me faut un peu de temps pour tout réaliser, mais ça va se faire. Ou au moins, si ça se fait pas, ça sera juste un objet à côté qui va m'inspirer pour créer. Il paraît que vous ne faites pas de croquis, mais vous prenez du temps pour concevoir dans l'imagination, dans la tête, quelque chose. Oui, non, je ne fais pas des croquis par la simple raison que je ne veux pas... pour moi, le processus de création il dure
Très longtemps. Et je ne veux pas me focaliser sur une idée qui était tout au début, qui veut évoluer. Et je ne me permets pas parce qu'au départ, le sujet ou l'idée n'était pas la même. En fait, ça, c'est une évolution constante. Et c'est long. Je ne peux pas dire, je peux finir une œuvre pour 3 jours, pour 3 ans ou 3 mois. Et parce que je ne fais pas de croquis, et parce qu'il y a la couture qui ne me permet pas de refaire. Exactement. En fait, donc, une fois posée, effectivement, la couture, elle reste. Je réfléchis beaucoup autour de mes œuvres. Si je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, je ne touche pas. Jusqu'au moment quand l'idée est claire, j'avance, je réalise les choses. Jusqu'au moment quand je bloque, et je reprends. Et à un moment donné, je me suis dit, je n'ai rien ajouté. Si une semaine ou un mois plus tard, je n'ai rien touché, ça veut dire que l'œuvre pour moi est finie. Voilà. Et justement, d'où vous puisez votre inspiration? Parce que ça peut être la musique, ça peut être les textes littéraires. La musique moins que les textes. En fait, la musique, ça peut être un fond de mes journées, mais je me rends compte que le CD est fini, je suis toujours dans ma création sans réaliser la fin de... Donc, c'est pas la musique, ça c'est sûr. Mais par contre, les textes, ça m'inspire beaucoup. Ouais. C'est pas par hasard, une de mes séries s'appelle Noir et 10. Ouais, Noir et 10. Ouais. C'est une série inspirée d'un poème de Julio Cortázar. Je pense qu'en français, on dit Julio Cortázar. On disait Julio Iglesias des fois. Voilà. Exactement, on peut dire Julio. On peut dire Julio. Et en fait, j'ai découvert ce poème Noir et 10 vraiment par hasard quand j'étais aux Beaux-Arts. Donc ça veut dire que c'est presque 25 ans. Ça fait presque 25 ans, oh là là. Voilà, ça ne rajeunit pas. Et en fait, je l'ai lu dans un journal et j'ai apprécié, je l'ai recopié. Je n'ai même pas trace de ce journal. J'ai recopié la poème. Je me suis dit, mais elle est magnifique, elle est philosophique, elle est poétique, elle est pittoresque, il y a tout dedans. Et petit à petit, quand j'ai eu cette matière de la soie que j'utilise comme base, la soie qui est transparente, je me suis dit, à partir de là, je peux faire des choses et poétiques et philosophiques. Et voilà, donc je me suis lancée. Et cette poème qui s'appelle Noir et 10, elle est toujours une source d'inspiration. Et je ne me suis pas arrêtée au 10e tableau, ils sont au moins 50 déjà. Ouais, et d'ailleurs, on voit des œuvres qui... Alors là, si je ne m'abuse, c'est Auray, c'est ça Auray ou c'est Pouilly, parce qu'il y a deux c'est à expositions. Pouilly, tout à fait. Pouilly. Ça, c'était l'année dernière à Pouilly-Fumé, le FIAC, où j'ai gagné le prix du jury. Et en fait, je serai invitée d'honneur de cette année. Oui, et ça sera du 1er au 4 mai prochain. Du 1er au 4 mai, je serai avec une exposition personnelle dans le pavillon du milieu de la Loire. Milieu de la Loire, d'accord. Ouais, voilà, ça s'appelle comme ça. Même le nom du pavillon est poétique. Oui, oui, pas c'est vraiment c'est de la poésie. Et en fait, cette photo est, ça donne juste toute petite idée de l'espace que j'ai installé mes œuvres. Et en fait, c'est une chai, des chais de Pouilly, connue avec le vin blanc magnifique. J'ai dégusté. Toujours avec modération. Ouais. Et en fait, l'espace est immense. Même si j'ose dire, mes tableaux sont grands, mais dans cet espace, ils ont été très, très, très petits. Et j'étais consciente que je dois faire quelque chose. Je dois habiter cet espace d'une manière beaucoup plus imposante et
pour cette raison, j'ai fait cette toile d'araignée avec des fils de tissu de coton que j'ai vite habillé et quelques machines de boutillage. C'est de la création. C'était une belle aventure. Il fallait investir l'espace, s'approprier l'espace. La matière. Ouais. Et je me suis bien amusée. Et puis il y a donc Auray aussi, qui se trouve donc dans le Morbihan. Et là, c'est le 30 janvier. Oui. Donc, on a 22 rue Belzic, que je connais bien, parce que Auray, c'est ma ville d'adoption. Donc, Auray, j'y vais plusieurs fois par an. Donc, je connais très bien la galerie où vous serez exposé. Oui, donc vous pouvez y aller, visiter. Tout à fait. C'est la galerie du Pastorella, c'est ça ? Oui, tout à fait. À partir du 30 janvier à 18h30. Voilà, l'exposition. Actuellement, elle est déjà installée, l'exposition. Le principe est que le vernissage sera le 30. C'est ça. Et voilà, ça doit durer vraiment très longtemps. La dame, elle insiste que carrément pour l'année, je peux... Pour l'année. Oh, mais c'est parfait. Une exposition à l'année. À Pâques, j'irai voir. Eh ben, mais c'est génial. Et alors, il faut savoir donc que c'est lié donc avec la nature, toujours avec la soie. Pour toi, le coquillage pour Muriel Dumoulin et le bois pour Cédric Videbol. On voit l'affiche pour aller donc justement à Auray ces prochains jours. Profitez des vacances. Si vous habitez Paris, allez-y, prenez les vacances, allez-y. Si vous êtes en Bretagne, allez-y maintenant. C'est carrément ça, c'est vraiment bien. Franchement, merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup Tania et franchement allez voir les œuvres de Tania parce qu'il faut les voir en photo c'est bien mais en vrai c'est mieux. Voilà. Ouais, la matière il faut la voir en vrai. Exact, il faut la sentir mais interdiction de toucher. Et c'est dommage. Il faut toucher. Moi j'ai toujours dit parce que dans les musées c'est interdit. Oui. Moi c'est vrai parfois j'ai envie et je suis comme ça devant le tableau. Moi j'ai toujours inviter les gens de toucher parce que certains disent non la soie il faut pas. J'ai dit le contraire, il faut la toucher pour sentir. Oui, parce que c'est robuste. Les cheveux, il n'y a pas beaucoup de volontaires, mais il faut le toucher. Après la vitrine aussi, parce que c'est de la matière et ça parle. Et c'est chaud, la vitrine, c'est chaud, c'est une matière chaude. Chaque matière a son langage. Chaque matière raconte son histoire, comme on dit. Il y a un petit film à partir du 20 janvier. Alors justement, en début d'émission, je disais, parce qu'on va pas tarder à se quitter, il est 20h26 sur Armada. Bienvenue à l'Est, en fait aujourd'hui c'est 1 an. Et c'est un concept d'émission qui a cependant mûri pendant plusieurs années. Nombre de journalistes stagiaires, je tiens vraiment à les remercier, qui sont devenus aujourd'hui professionnels, qui ont travaillé à mes côtés. Je pense à Arthur Fradin aujourd'hui à Radio France, Pauline Deboutière qui présente les journaux à la matinale à RTL Réunion, ou encore Nelly Boulet-Soulier qui a fait la première. Aujourd'hui, elle est chez nos confrères de Sud Radio, donc on les salue et vraiment merci beaucoup à eux. Puis le 15 janvier 2024, on était 3 dans l'équipe. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir une grande, parce qu'elle est revenue. On vous avait dit au mois d'avril qu'elle partait pour un road trip en Europe. Et ma Gabi, elle est là. Tiens, viens voir, assieds-toi. Tiens, prends un siège blanc. Et comment dirais-je, Gabrielle d'Antoine est revenu de son road trip avec plein de projets aussi. Donc un gros big up. Merci d'être revenu. Merci à toi, Jérôme. Écoute, moi je suis très heureux de te retrouver, de dire voilà, ça y est, elle est rentrée. T'es allée où ? Effectivement, j'ai fait un long tour d'Europe. Donc je suis partie de l'Italie jusqu'à la Bulgarie en train. Mais je suis allée encore plus à l'est, en passant par la Turquie jusqu'à Tbilissi, en Géorgie. Donc j'ai ramené beaucoup d'images avec moi que j'espère pouvoir vous partager, histoire de voyager ensemble. Mais oui, plein d'étapes et c'était super, ça m'a fait plaisir, beaucoup de bien, beaucoup de découvertes. Et alors justement, donc
à partir donc du 31 janvier, franchement, donc tu vas avoir du coup une nouvelle chronique aussi, parce qu'elle va nous parler de la musique, mais aussi de chronique voyage. Donc si vous connaissez, ça va vous rappeler des souvenirs, et puis si vous connaissez pas, et ben ça va vous faire découvrir plein de belles choses, des vacances. Hein. Franchement, faut visiter, faut aller voyager. Un peu comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Hein, c'est ce qu'on dit toujours. Et puis de retour à Paris, de retour à partir du 31 janvier, j'ai vraiment hâte de te retrouver. Je suis vraiment très heureux. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Ça m'avait manqué de vous parler musique. Et j'ai très hâte d'être de retour pour ça. Oui. Voilà. Nous aussi. Merci beaucoup, Gabi. Il est 20h28 sur Armada. Écoute, bref, une nouvelle année qui commence. Merci encore à toutes nos invités d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à Tania Angelova. Je rappelle, à partir du 30 janvier, une exposition en Bretagne à la galerie Pastorella, 22 rue du Belzic à Auray, dans le Morbihan. Merci beaucoup, Erika Kostialova. Je rappelle ce livre magnifique, Paris instantané, chez Hervé Chopin Éditions, et que vous pouvez la contacter si vous voulez des photos dans Paris ou ailleurs. Merci beaucoup à l'équipe du film Une histoire à raconter de et avec Carla Demilia, avec Mina Gajovic, Marie Bredoff, Raphaël Mingo et Raphaël Stragier. Je rappelle ce film Une histoire à raconter en compétition pour le Nikon Film Festival. L'image est de Lilian Perrodin, Roland Photographie. Voilà, exactement. Elle le dit tellement bien. Emilia. Et n'oubliez pas de voter sur le site de Nikon Festival. Merci. Voilà, à partir du 20 janvier, hein, c'est pour le prix du public. Exactement, merci Jérôme, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup Eric pour la réalisation, merci beaucoup Rabat Baloul pour la confiance, merci à nos partenaires. Merci, la semaine prochaine dans Bienvenue à l'Est, nous parlerons cinéma avec la réalisatrice Kate Brossard pour son film Ton Aigle Noir, un film au sujet trop peu traité, les violences et incestes subis par les enfants en milieu familial. Nous parlerons aussi photo avec Lola Luna. On parlera aussi mode, mais aussi bonne manière avec la styliste Anna Haas, un duplex de Bayonne en Pays Basque. Enfin, nous recevrons Félix Schindler pour un témoignage, celui de la vie des Juifs ashkénazes en Ukraine, et ce dans le cadre de la Journée internationale des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, qui aura lieu donc le 27 janvier prochain. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis et l'émission Le fil de l'avenir. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. 19h. Dans Bienvenue à l'Est. Sur Armada. Gardez le sourire, c'est le plus important. Ciao.